ça me détruit en fait. Je suis un peu chamboulé là, je vous avoue. Putain, wesh. Ma voix elle tremble. Bref, ça m'a mis un gros coup quand même. Ça m'a mis un gros coup. Yo les gens, comment ça va? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo va parler de comment j'ai vécu moralement chaque étape de ma maladie. Et voilà, on est parti. Je l'ai déplacé pour pas qu'il ouvre de trop. Avant de commencer la vidéo, je vais préciser un petit truc. Je peux pas parler moralement de chaque étape de ma maladie parce que sinon la vidéo serait trop longue, ça ferait genre 2 heures. Du coup j'ai sélectionné 4-5 étapes que je vais vous énumérer maintenant. En gros, les 5 étapes ça va être quand j'ai appris ma maladie, après ma première chimiothérapie, ensuite ça va être l'intensification Bumel, donc la chimio d'1 mois, et après l'opération de la jambe. Donc voilà, on est parti. Et je teste un nouveau point de vue. Non, c'est ça. Je pète déjà un câble. Alors, la première étape, c'est quand on m'a appris que j'étais malade, enfin quand on m'a appris que j'avais un cancer, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être malade, j'ai été opéré 2 fois de cette chose-là. En gros, je récapitule. J'ai une boule qui est apparue en juillet 2015, juste ici là. On me l'a enlevé, ensuite c'est revenu 6 mois plus tard, mais j'ai attendu jusque septembre 2016. Et le 28 septembre 2016, on me l'a enlevé. Et bref, c'est revenu le 5 janvier, un cancer. Ça, on connaît, voilà, je vous l'ai déjà dit. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu la zone où la boule est apparue, c'est un urologue qui m'a opéré. En gros, l'urologue m'a opéré 2 fois et c'est aussi lui qui m'a annoncé mon cancer. Du coup, pour la petite anecdote, faut savoir que je travaillais à ce moment-là. Du coup, je rentrais du travail le 4 janvier 2017, il me semble. Ouais, si, c'est le 4 janvier 2017. Enfin bref. En gros, je rentrais du travail et à chaque fois, j'avais pour habitude, une fois que je rentrais du travail, je me posais devant la console tranquille et je jouais chill, voilà quoi. Et mon père, il était dans sa chambre en train de repasser le linge et il reçoit un coup de téléphone. En gros, la conversation, je comprends que c'est mon urologue qui appelle et il dit à mon père, ouais, j'ai quelque chose à vous annoncer à propos de Brian. Faut que vous soyez là demain à 18h à l'hôpital, vous, votre femme et votre fils. Je peux pas vous l'annoncer par téléphone, faut que vous soyez là demain à 18h. Mon père il raccroche et en gros il me raconte ce que je viens de vous dire en fait. Et moi j'en rigole, je le prends avec le sourire et je lui dis quoi? Je lui dis, et je vous promets c'est vrai, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, j'ai un cancer ou quoi? Si j'avais su. J'aurais bien fermé ma gueule. Du coup voilà pour la petite anecdote. Après ça, on en vient le lendemain, donc le 5 janvier 2017. À 18h, on se rend, moi, ma mère et mon père, à l'hôpital. Et on se doute pas vraiment de ce qu'il va nous dire. Enfin, personnellement, je suis pas préparé du tout à ça. Personne n'est préparé à ça, je pense. Et j'arrive à l'hôpital, on rentre dans son bureau. Et en gros, il nous fait nous asseoir et tout. Et il nous dit, écoutez, en fait, j'ai eu les résultats de l'opération. Et en gros, il me regarde et il me dit, c'est malin en fait. C'est malin et c'est un cancer. Un sarcome des wings. Je le prends un peu bizarrement, vu que je rigole. Je pense que je réalise pas du tout ce qui va m'arriver. Mais bref, je rigole. Et ouais, je réalise pas, ça me fait sourire et je comprends pas vraiment. Je me dis, ouais, malin, je sais pas trop ce que c'est. Il me parle d'un sarcome des wings, c'est quoi ce nom vulgaire et tout. Et en gros, il me dit, surtout, vous regardez pas sur internet, faut vraiment pas faire ça. Je t'ai déjà pris un rendez-vous avec un oncologue du centre Oscar Lambré. Il m'explique un peu ce qu'est le centre Oscar Lambré. En gros, c'est la référence pour mon département, quoi, en termes de cancer pédiatrique, vu qu'il faut savoir que jusqu'à 25 ans, on est traité en pédiatrie. Donc moi, jeune adulte, entre guillemets, je suis traité avec les enfants. Et du coup, ouais, sur le coup, je le prends, je rigole un peu et tout. Et une fois qu'on a fini ce rendez-vous-là, en descendant l'escalier dans l'hôpital, en fait, je suis un peu pas perdu, mais enfin, j'ai cette sensation d'être un peu en dehors de mon corps, en fait. Je sais pas, c'est un peu dur à expliquer, mais j'ai cette sensation-là. C'est arrivé dans la voiture quand mon père, il va payer le parking, que franchement, je m'effondre. Je pleure, ce qui est normal. Et tout de suite, je pense à mon grand-père. J'ai un grand-père qui est décédé d'un cancer. Et ouais, ça m'a fait penser à lui tout de suite. Pour moi, dans ma tête, cancer, c'était égal à mort, à décès, quoi. Du coup, ouais, je me fais une image de ça. Et je me dis, faut que je nique tout l'argent que j'ai. faut que je profite au max. Et je me dis, dans 6 mois, je suis mort, quoi. Et en plus de ça, qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde sur Internet. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Regarder sur Internet, c'est le pire des trucs. Et bref, j'y connais rien du tout au cancer. Du coup, moralement, mentalement, ça a été très dur. Je pense pendant 5-6 jours, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je pleurais beaucoup. Genre, je vais pas vous mentir, mais tous les soirs, j'étais dans mon lit, je pleurais. Et je me pose plein de questions. Je me demande pourquoi moi, pourquoi maintenant, j'ai fait quoi? J'ai jamais bu de ma vie, jamais fumé. Enfin, j'ai fait quoi au bon Dieu, quoi. Et je pense que c'est un peu l'effet de surprise de se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Un cancer jeune, tu vois, j'avais jamais entendu ça. Enfin, je savais que ça existait, mais j'avais pas forcément
forcément conscience, enfin c'est dur à dire, c'est dur à décrire un peu la sensation que j'avais. Mais après ça j'ai eu mon rendez-vous avec l'oncologue, mais il m'a tout de suite rassuré sur les protocoles, sur tout ça. Et voilà, et ensuite en fait avec le temps, la pilule est passée entre guillemets, de toute façon j'avais pas le choix. Hein. Mais c'est vraiment une fois qu'on a eu le rendez-vous avec l'oncologue que ça commence à passer, à se calmer entre guillemets. Et franchement monsieur Lerva, je lui tire mon chapeau, il a réussi à nous rassurer et tout, enfin bref, voilà. Pour ce qui est de cette étape, globalement c'est tout. Ensuite ma première chimiothérapie, ça a été très dur parce que comme je l'ai dit juste avant, je réalisais pas vraiment. Tant que j'avais pas eu la première hospitalisation, je pense que je survolais un peu la chose. Il faut savoir que j'étais beaucoup renfermé dans mes jeux vidéo en fait. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo pour oublier en gros. Et du coup en fait les jours sont passés et c'est arrivé très vite à la première hospitalisation, donc la première chimiothérapie. Et j'y ai vraiment été en mode vas-y, la chimio c'est de l'eau. Enfin je sais pas, dans ma tête j'ai peut-être cru que j'étais un surhomme. Je me suis dit la chimio ça va rien me faire et tout. Bref. Donc j'y vais en mode random, franchement cool, limite c'est des vacances, c'est un petit séjour de 4 jours, tranquille, après je rentre à la maison, hop, pépouze. Et en fait je commence la chimiothérapie et tout. Déjà on me plante dans le pack. La première fois, franchement ça fait mal, on n'est pas trop habitué. Et ouais, c'est au bout de 2 jours de chimio que je commence à vite déchanter en fait, parce que je fais que vomir. La première fois que je mange pas pendant 3-4 jours et je suis aplati quoi en fait. Genre j'ai pas de force. Pour vous dire, une bouteille d'eau, j'arrivais plus à l'ouvrir. Pourtant, sans me jeter de fleurs, j'étais quand même assez costaud, je faisais de la muscu et tout, enfin bref. Et ouais, j'arrivais pas à ouvrir une bouteille d'eau quoi. J'ai vite déchanté sur ça, sur la fatigue, les vomissements, tous les effets secondaires et tout. Franchement, ça m'a vraiment choqué et ça m'a mis un coup un peu derrière la tête, tu vois, une petite tape là derrière la nuque. Ça m'a mis un peu ce genre de coup, tu vois. Et le truc qui m'a fort touché, c'est que la literise des hôpitaux c'est blanc. Et en fait, quand je me relevais de mon lit, je me retournais, je regardais mon coussin et là mon coussin était noir de cheveux. Je perdais mes cheveux mais comme jamais quoi. Je passais un petit coup dans mes cheveux, j'avais des poignées de cheveux dans les mains, vraiment des poignées. Et ça m'a mis un coup aussi au moral parce que à 18-19 ans, enfin les jeunes. Non mais débarre ici, je fais l'ancien, j'ai 23 ans. Leurs cheveux, vous voyez, c'est un peu ce qu'ils ont de plus précieux, quoi. Faut toujours être beau et tout, pour soi-même, même pour les autres, bref. L'histoire des cheveux, ça m'a vraiment touché. Même si je m'y attendais et tout le monde me disait, ouais, ça va repousser et tout. Ils m'ont bien eu aussi, ceux-là. Et bref, la première chimio se finit. Et quand je rentre, je décide avec mon frère de me raser les cheveux parce qu'en fait je commence à avoir des trous dans les cheveux et tout, c'est moche. On voit que je suis malade à mort et tout, enfin bref. C'est vraiment pas plaisant et c'est vraiment pas beau quoi, ça fait un peu sale et tout limite et j'aime pas ça. Du coup avec mon frère on décide de raser mes cheveux complètement à blanc. Donc les premiers coups de tondeuse et tout, je vois pas, je me regarde, je vois juste les cheveux tomber et intérieurement j'ai la rage, j'ai envie de pleurer, ça me détruit en fait. Et la première fois que j'ai été me regarder devant un miroir, tu vois, j'en perds mes mots, mais ouais, ça m'a touché quoi. Ça m'a vraiment touché de ouf intérieurement. Et là, j'ai commencé à prendre conscience. Je me suis dit ouais, en fait, ça rigole zéro quoi. J'ai toujours réussi à me dire, c'est qu'une épreuve un peu. Enfin, je me parle beaucoup à moi-même dans ma tête. Je suis pas fou, hein, attention, mais j'ai la faculté des fois, genre un petit ange, j'ai un petit démon, tu vois. Et le petit démon, il fait ci, fait ça, et le petit ange, il arrive toujours à prendre le dessus. Enfin bref, je suis limite mon propre psy, tu vois. J'ai toujours eu cette faculté-là à voir le négatif, mais aussi à toujours voir le positif en fait et au final à supprimer le négatif. Et en gros ouais, la perte de cheveux moralement ça a été vraiment dur. Du coup ouais, comme je vous ai dit, à 18-19 ans je me plaisais avec mes cheveux, je me trouvais beau et tout. Et ouais, la perte de cheveux, j'ai énormément de mal à l'accepter. Même encore maintenant j'ai un peu de mal, hein, même si beaucoup moins. Franchement je suis très à l'aise maintenant avec ça et je me suis fait une raison quoi, y a pas à chier. Hein. Mais du coup ouais, les cheveux et la première chimiothérapie vraiment c'était pas facile. Hein. Ensuite l'intensification, moralement je l'ai hyper mal vécu parce qu'il s'est passé des choses aussi pendant cette intensification, je vais vous en parler un peu. En gros, on est tout seul, on est hyper affaibli. Personnellement, je parle pour mon cas, je bougeais pas du tout. J'étais cloîtré au lit pendant 1 mois et on perd du muscle aussi. Donc on voit notre corps changer, on voit qu'on sait plus faire plein de trucs. C'est pire que les petites chimios, hein. C'est vraiment hardcore. Et on se pose plein de questions et on se demande si la greffe va fonctionner parce que ouais, on subit une greffe de cellules et tout. Dans ma tête, tout fusait quoi. Puis il y a eu un événement pendant cette chimiothérapie là qui m'a vraiment touché. En fait, j'ai une grand-mère qui était malade d'un cancer depuis genre 5-10 ans, je me souviens plus trop. Et en gros, pendant ce mois de chimiothérapie là, elle est décédée. Et en fait, j'aurais aimé le savoir en même temps que tout le monde, quoi. Je pense que c'est légitime et normal. Mais le truc, c'est que, en fait, on me l'a annoncé que 2 semaines après. Et ça, je l'ai hyper mal vécu. Même encore maintenant, j'ai un peu de mal avec ça. Je me suis un peu senti trahi. Enfin, c'est dur à expliquer, mais putain, wesh.
Ma voix elle tremble, bref. Et ouais, même encore maintenant, j'ai un peu de mal avec ça. Du coup, voilà, même si je comprends que qu'il me l'ait pas annoncé pour me protéger et tout, mais enfin, j'aurais préféré le savoir, quoi. Le fait d'être mis de côté par ma famille à cause de ça, mentalement, ça m'a mis un gros coup quand même. Ça m'a mis un gros coup. Enfin bref. Et ouais, parler de tout ça, ça me remue un peu toutes les émotions et tout. Donc c'est normal que je sois un peu touché. Hein. Je sais pas chialer devant la caméra quand même. Ça ferait des vues limite. Putain, je suis con. Toutes ces choses accumulées, et même on est un peu à fleur de peau. Du coup, c'est dur, je sais pas trop quoi dire d'autre sur l'intensification. Je suis un peu chamboulé là, je vous avoue. Et du coup, le dernier point difficile, c'est l'opération de la jambe. C'est pas l'opération en elle-même qui a été dure mentalement. Sincèrement, la première opération, j'étais assez préparé à ça, même si on est sincèrement jamais prêt à ce genre de choses, hein. Sois bien d'accord, je me répète. Hein. En gros, ce qui a été mentalement dur, c'est d'accepter en fait, d'accepter le fait d'être handicapé. Même si en apparence j'ai pas du tout l'air handicapé, hein. Je fais plein de trucs comme quelqu'un de normal, mais je fatigue hyper vite comparé aux autres. Parfois je pense que je peux faire les choses comme quelqu'un de normal, souvent la réalité elle me rattrape. Et elle me fait comprendre en fait que vas-y, détends-toi Coco. En gros, je pense, ce qui est dur à accepter, c'est le fait que ce soit pas de ma faute à moi. Dans le sens où, genre c'est pas en faisant une connerie, je sais pas moi, en faisant de la moto, tac, je suis tombé tout seul comme un vieil et je me suis niqué la jambe, voilà, tant pis, c'est de ma faute, c'est tout. Je l'aurais beaucoup plus vite accepté qu'à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas de ma faute en fait, c'est pas de mon ressort. Et même l'opération, le fait de perdre mon pied, c'est encore une fois pas de chance, même si les pas de chance chez moi, ça s'accumule. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, le chirurgien, pourquoi tu l'as pas attaqué en justice, blablabla, il est nul et tout, nanani, nananer. Et je comprends pas trop votre raisonnement en fait. Enfin, je peux comprendre votre raisonnement, mais j'ai pas du tout la même façon de penser. Et des erreurs, ça arrive à tout le monde, même si ça devrait pas arriver, hein. Je suis conscient avec vous, je suis totalement d'accord. Je suis le premier à être dégoûté que mon pied fonctionne plus. Faut savoir que les chirurgiens, ces mecs-là, ils ont du mérite en fait. Parce que tous ces mecs-là, ils sauvent la vie de milliers de personnes tous les ans. Et voilà en fait, c'est ça moi qui me fait marcher. Je me dis ouais, ok, j'ai pas eu de chance, mais ce mec-là, il m'a sauvé la vie entre guillemets. Donc je suis content quand même, je suis content. Même si d'un côté je suis pas content que mon pied fonctionne plus, on en revient au même, hein, je me répète. Après sans lui peut-être que j'aurais plus ma jambe. Donc ce qui est pire qu'à l'heure actuelle, là j'ai ma jambe, j'ai juste un pied qui fonctionne pas, donc c'est pas la mort non plus. Mais ouais, ou même pire, après je serais peut-être pas là pour vous parler. Après je vais pas vous mentir, hein, j'en ai passé des nuits à pleurer tout seul dans mon lit d'hôpital, à me dire putain pourquoi moi j'ai vraiment pas de chance en fait, je mérite pas, qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai fait quoi pour mériter tout ça. Tu vois ce genre de moment où t'es tout seul dans ton lit, tu pleures, tu te dis ouais quelle vie de merde j'ai en fait. Au fond, sincèrement ça m'a aidé. Toute personne qui passe par des épreuves comme les miennes, il est obligé de passer par ces moments-là. Je suis humain, hein, je suis pas un robot, donc j'ai des sentiments et tout, même si j'essaye de pas trop les montrer. Même en étant handicapé à 80%, la vie est vraiment très belle. Pour conclure, je pense que j'ai jamais vraiment réalisé tout ce qui est arrivé dans ma vie. Il faut savoir que j'ai eu cette faculté-là de vraiment dissocier l'hôpital et chez moi. Ce que je veux dire par là, c'est que hôpital, c'était hôpital. Genre à l'hôpital, je pensais qu'à l'hôpital. Et chez moi, c'était vraiment chez moi. Fallait pas me parler d'hôpital. C'était pas la question, c'était pas le moment, c'était pas l'endroit non plus. Du coup, ouais, c'est le fait de bien dissocier les deux. Je pense que ça m'a aidé. Et le fait qu'arriver chez moi, je fasse toujours quelque chose, j'arrive toujours à m'occuper. Je jouais beaucoup à la console, hein. J'ai joué énormément à la console pendant ces moments-là. Mais en fait, jouer à la console, jouer avec des potes sur la console, ça m'a aidé à oublier en fait, à penser à rien d'autre que à m'amuser, en gros, à prendre du plaisir sur ce que je faisais. Sincèrement, je pense que c'est important d'avoir un peu un endroit à soi. Genre moi, c'était ma chambre en fait. Ma chambre, c'était genre mon havre de paix. Quand je rentrais dans ma chambre, j'étais bien. Vraiment, c'était mon endroit, j'étais bien. Personne venait me déranger. Enfin, c'était vraiment là où je me sentais le mieux en fait. Et toutes les fois où ça n'allait pas, j'allais dans mon lit, je m'allongeais. Je sais pas si c'est mon moi intérieur ou quoi, mais ça m'apaisait. Et du coup, même si j'ai changé de chambre, à l'heure actuelle, ma chambre, c'est la même chose en fait. C'est mon havre de paix, c'est là où je me sens le mieux. Enfin bref, vous avez compris. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je te laisse un petit moment là pour t'abonner. Allez, fais-toi plaisir, abonne-toi. Hein. Vas-y Todd, dis-leur de s'abonner. Abonne-toi chacal. Voilà, c'est bien. Bon toutou. Ta mère.
N'hésite pas à commenter la vidéo, me dire si elle t'a plu ou non. Et voilà, hein, c'était Brian, à une prochaine. Ciao!